Gentlemen, good evening. It is 8 p.m. in Bimbia in the southwest region of Cameroon. Same time in Maniamen in Betok, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, January 15, 2025. The Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, has officially launched the 2025 budget in Boya, highlighting the government's commitment to economic growth. We shall be shining the spotlight on a similar launch in Yaoundé, where Governor Nasseri Paul Beya urged stakeholders to ensure effective execution of the budget. And in Limbe, southwest region of Cameroon, peace and quiet have returned to Bimbia following a misunderstanding among locals who believed authorities intended to transfer their ancestral land to businessman Eric Iguachu. Recent protests at the SDO's office highlighted community outrage over the proposed ceding of the historic Bimbia slave trade site. The stories and more will be yours in a short while. Welcome once again, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with you, Makeda Litignotom. Bonsoir. Bonsoir Christelle Sexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir. Économie pour ouvrir ce journal bilingue. Le budget de l'année de l'exercice 2025 a été lancé ce jour à Boya dans le sud-ouest par le ministre des Finances, Louis-Paul Motaze. C'est également le cas dans les différentes régions. Dans le centre, par exemple, la cérémonie de lancement du budget présidée par le gouverneur Nasseri Paul Beya s'est déroulée au cercle municipal de Yaoundé. Occasion pour celui-ci d'inviter les acteurs de la chaîne de développement à une exécution rationnelle de ce budget. Les détails avec vous, Olivier Bouzique. Le budget de la région est lancé. C'est le point majeur qui a réuni les autorités du centre pour cette rencontre ce 15 janvier. Seulement, avant le lancement de l'exercice 2025, le bilan de 2024 a été présenté. Plusieurs dysfonctionnements liés à la réalisation des projets ont été relevés. Un taux d'exécution faible du budget, notamment le budget d'investissement public, alors qu'en réalité les besoins sont immenses. C'est une situation qui n'est pas compréhensible, d'abord par les autorités qui allouent ces budgets, et puis par les populations elles-mêmes, qui sont les principales bénéficiaires. Ces populations, comme je viens de le dire, ne comprendraient pas qu'il y a de l'argent, il y a des disponibilités, il y a des ressources financières, et qui ne sont pas utilisées. Même pas qu'elles sont utilisées à mauvais escient, mais qui ne sont même pas utilisées. On trouve des taux d'exécution budget qui sont en dessous des 10%. Croyez-moi, c'est à peine à s'arracher les cheveux. La recommandation phare a donc été l'usage effectif mais aussi rationnel des fonds mis à disposition par le gouvernement. Pour ce faire, le gouverneur de la région prescrit de démarrer les travaux dès ce jour pour ne pas accuser de retard en fin d'exercice. Tout le monde doit s'approprier de cette loi de finances parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas eu d'augmentation des taxes ni des impôts, mais plutôt on a essayé d'élargir les niches de cours pour accroître les recettes fiscales et douanières. Une bonne exécution, une bonne évaluation et un bon suivi de l'exécution du budget 2025 doit être de mise. Interpellation adressée notamment aux magistrats municipaux, aux différents partenaires au développement, mais aussi une invite à une collaboration renforcée de la population. And in the southwest region of Cameroon, precisely in Bimbia, peace and quiet have returned to Bimbia following a misunderstanding among locals who believe that authorities intended to transfer their ancestral land to businessman Eric Iguachu. Recent protests at the SDO's office highlighted community outrage over the proposed ceding of the historic Bimbia slave trade site. Updates of these upheavals with you, Catherine Kone. Peace and stability have returned to Bimbia, a village historically linked to the slave trade. This follows local concern fueled by misinformation regarding authorities' intentions to transfer their ancestral land to an outsider. We were misinformed that the government has sold the slave trade center to an individual, which is a misinformation. Rather, discovered later that
it is for development. The individual is there to develop the area. He did not bought it from the government. So we are pledging our allegiance to him to know that the youth of Limbe, mostly Limbe 3, they are behind you to make sure that the developmental project goes through. Eric Ingwancho, the business mogul, on his part says the initiative aims to create jobs for youth and promote development in Bimbia, aligning with government tourism goals. But I think some misguided individuals, I don't know if it's, are you guys, I think you call it belly politics or whatever you should say it. Misguided individuals took this thing and spread false information that this spy is coming to buy Bimbia. Who am I to buy Bimbia? How can I go and buy a slave trade village? Who will even sell a slave trade village? Nobody will sell those things. Nobody will sell those things. I told them that this building you are saying is worth a lot of money, but the land, look at the land, very small. It's less than 1,000 square meters, so I don't need a village to invest in. No. Please, let it be clear that I never discuss buying a land. I never discuss taking the slave trade village over, the government ceding it to me. Those are the words that unfortunately some lawyers are using, ceding it to me. The government is a partner. And when you talk about public-private partnership, the government and Gigatos are working together throughout. The government has never given it to Gigator. We work as partners. And as partners, the government has its own role to play. Tar the roads, bring security, do all those things that we are not in the position of doing. And what do? Bring the money. Bring the money from investors from outside, all our friends in the diaspora who left the country, they have worked. I will call them to bring their money and invest in Cameroon. Charity begins at home. Come back. However, critics expressed concern about the project's impact on this sacred heritage site and question Iguachu's intentions given his company's lack of proud contributions to the community. Élection présidentielle 2025, le secrétaire général du RDPC tire la sonnette d'alarme sur les agissements de certains acteurs sociaux. Pour Jean Kouété, ces actions visent à manipuler l'électorat et davantage celui acquis au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Il l'a fait savoir dans un communiqué de presse rendu public hier. Les quelques grandes lignes de ce communiqué avec vous, Oyan Donking. La moitié du premier mois de l'année est à peine traversée que le paysage politique camerounais vibre sérieusement au son de multiples sorties des différents acteurs sociaux. Est-ce la fébrilité affolante dont parle Jean Kouété dans son communiqué de presse de ce 14 janvier? Une chose est sûre, pour le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des agissements anti-républicains, irresponsables et condamnables des acteurs politiques et sociaux, observés ça et là, s'adossent fondamentalement sur trois objectifs. Susciter et entretenir un climat généralisé de peur, de tension, de panique, d'inquiétude et d'insécurité au sein des populations, semer le doute et la confusion dans les esprits des soutiens traditionnels et largement majoritaires du président Paul Biya dans toutes les régions et à l'étranger, et enfin préparer les consciences à des violences éventuelles dans la perspective de défaites annoncées pour certains ou de non-participation au scrutin présidentiel pour d'autres. Fort heureusement, le secrétaire du comité central se réjouit du fait que les cibles de ces manipulations, les compatriotes et surtout les jeunes, soient politiquement matures, non sans oublier leur sens élevé de discernement et de responsabilité. Une assise certainement acquise par le travail des militantes et des militants du RDPC qui, félicités pour leur engagement indéfectible derrière leur leader, doivent poursuivre l'encadrement des populations, de même que le suivi des inscriptions sur les listes électorales. Nul besoin d'aller se plaindre ou verser sa bile sur les médias fussent-ils sociaux. Le Cameroun est un État de droit et puisqu'il est laïque, les chaires ou hôtels des églises ne sont pas le lieu pour exprimer son opinion politique. Les élections et mieux le suffrage universel sont l'expression de la volonté populaire et le fondement de l'autorité des pouvoirs publics, rappelle Jean Kouété, qui invite les acteurs politiques, sociaux, religieux, femmes et hommes de médias à la responsabilité,
la pondération, la retenue et au respect mutuel. 2025 est là, c'est une année électorale capitale qui doit se dérouler dans un climat social apaisé. Le RDPC, parti leader proche du pouvoir, par la voix du secrétaire général de son comité central, se dit prêt à déjouer toutes les manœuvres visant à ternir l'image des institutions et de la République et à attiser les tensions sociales. Conscient des défis à relever et des insuffisances à combler, le parti et son candidat à l'élection présidentielle présenteront un projet de société réaliste et réalisable avec des propositions innovantes, originales, modernes, adaptées à notre environnement. Le RDPC entend mieux que par le passé porter les ambitions et les espoirs du peuple camerounais dans un monde de plus en plus incertain où la faillite et l'échec cuisant de l'amateurisme sont observés au quotidien dans le gouvernement des nations. Pour cela, son projet de société portera la marque de l'expérience, de la sagesse et de la mesure. Et nous avons sous les yeux l'importance de l'expérience, de la sagesse patriarcale et de la pondération dans la conduite des États et le développement des relations internationales. The Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Isomba, has cited a hydrological deficit and shutdown of several thermal power plants as the main causes of the ongoing power disruptions in Cameroon. Onila Donet tells us more. Cameroonians are grappling with persistent power cuts, with many neighborhoods experiencing daily outages lasting between 6 to 8 hours. In a salon as this, without light, it's challenging. We are struggling. It's difficult to make ends meet. They cut light every day. We are suffering. We are forced to use the paddling machine. The Minister of Water, Energy, Gaston Elundu Isomba, explains the reason for these constant cuts. In a communique which dates January 14, the minister attributes this disruption to several factors, including a hydrological deficit exceeding 2 billion cubic meters due to insufficient rainfall during the 2024 rainy season. Consequently, key hydroelectric plants like Songlulu and Ideya have seen a reduction of around 70 megawatts in output, while the Memvele plant's production has plummeted from 200 megawatts in November to just 35 megawatts currently. The crisis is further exacerbated by the shutdown of the Kribi and the Bamba thermal power plants since September 2024, stemming from financial disputes that have left Eneyo, the country's primary electricity provider, struggling with unpaid debt. Minister Gaston Isomba emphasized that this combination of climatic challenges and operational issues have created a perfect storm for energy shortages. In response to these ongoing challenges, the government is implementing several measures aimed at stabilizing the electricity supply. These include optimizing existing production plants to ensure they operate at full capacity, reinforcing fuel supplies to thermal power stations, and encouraging industries to reduce their electricity consumption during peak demand periods. Furthermore, negotiations are underway to settle Eneo's debt to its suppliers, which is crucial for restoring thermal plant operations. While acknowledging the inconveniences caused by these outages, described as a case of force majeure, Minister Gaston Elundu Isomba reassured the public of the government's commitment to finding lasting solutions. This report was compiled using a generator due to the ongoing power cuts. Some Cameroonians may miss out on this information for the same reason. Fin de parcours pour un gang de kidnappeurs qui avait pris pour cible un jeune étudiant à Yaoundé. Face à une demande de rançon à la famille, les enquêtes de la première région de gendarmerie à Yaoundé ont permis de mettre la main sur 4 des 5 présumés malfrats. Ils ont été présentés à la presse ce jour. Olivier Bouzique pour les détails. Dénouement heureux de l'enlèvement d'un jeune étudiant amoureux de musique qui est naïvement allé à la rencontre de faux producteurs, lui promettant une carrière à la Michael Jackson. Une fois au rendez-vous le 6 janvier, ces bienfaiteurs ont très vite dévoilé leur vraie profession. Une fois qu'ils l'ont invité à se présenter quelque part, ont réussi à le conduire un peu plus loin de leur maison. Et à partir de là, l'ont kidnappé et conduit dans une direction inconnue. C'est à partir de là
on a commencé à lui faire proférer des menaces, demander la rançon à ses parents, demander des rançons à ses amis à l'intérieur de notre pays et même à l'étranger. Il a fallu qu'il développe l'esprit guerrier pour s'échapper. Les moyens déployés par la première région de gendarmerie ont permis de mettre la main sur 4 des 5 kidnappeurs, le dernier bientôt appréhendé. Des repris de justice qui ambitionnent faire de Yaoundé un foyer de kidnappeurs redoutables. Mais la gendarmerie nationale est plus que déterminée à les mettre en insécurité. Nous sommes prêts à agir. Nous avons tous les moyens pour combattre ce phénomène. Que ce soit coulou noir, que ce soit microbe, ça ne doit pas exister à Yaoundé et ailleurs dans notre triangle national. Je mets quiconque au défi. La preuve, chaque jour, chaque mois, toutes les fois que nous avons des plaintes, on ne fait que les ramasser comme les mouches. Nous n'allons pas laisser les populations souffrir alors que nous sommes là à leur disposition. Je lance à tous les parents qui voient leurs enfants kidnappés, ne même pas envoyer de l'argent. Les vieilles habitudes ayant la peau dure, ils seront présentés au parquet vers un retour probable à la 11e province. Restons à Yaoundé cette fois pour parler du salon du voyageur prévu du 17 au 19 janvier prochain dans la capitale camerounaise. Il est question de mettre le voyageur au centre du secteur des transports. Une conférence de presse de présentation de cet événement a eu lieu aujourd'hui même à Yaoundé. Inès Pangan et Dieudonné Niassa pour les détails. Sa voix n'a souvent pas été entendue dans la prise de décision dans le secteur des transports. Que ce soit dans la codification, les sanctions en cas d'accident de circulation ou de non-respect des règles établies, le voyageur répond malheureusement aux abonnés absents lors des échanges. Une faute pour les promoteurs du salon du voyageur qui veulent le mettre au centre de ce secteur. Pendant ces 3 jours, les participants seront invités à aller comprendre ce qu'il y a derrière les accidents au travers d'un jeu d'enquête. Donc les participants auront le choix entre visiter les stands, participer aux conférences, participer aux sessions d'échange et aller s'instruire, aller apprendre les enjeux des accidents derrière le jeu d'enquête qui est proposé. Le rendez-vous, c'est du 17 au 19 janvier 2025 au Palais des Congrès à Yaoundé, un lieu de rencontre des différents acteurs du voyage, mais aussi du tourisme. Rassembler, informer et partager ensemble les informations sur le voyage, sur le transport, sur la logistique et sur le tourisme. N'oublions pas que le tourisme est un des piliers de ce salon. La conférence de presse de présentation du salon du voyageur a lieu ce jour à Yaoundé. And away from our local news, we now take you on our international stories, and this time in China, where reports a decline in human metapneumovirus infections in the north, easing international pandemic fears. Experts stress that the HMPV, a common virus with mild symptoms, is not like the COVID-19. Details with our international partners, the Voice of America. China reports that infections of flu-like human metapneumovirus, known as HMPV, are down in the northern part of the country. In recent weeks, reports of rising cases of the virus in the country where COVID-19 began sparked worries of another potential pandemic. International scholars are calling on China to disclose pathogen information and conduct genetic research to confirm that it is not a new virus. Even if it is an old virus, it could still be a new variant. HMPV has been around at least since 2001. It's a very common virus that we see every year. Most children by the age of 5 have already had the disease. It's a virus that will produce symptoms like watery eyes, cough, sneezing, chest congestion. While HMPV can cause serious illness in children under 5 and in older adults with other health problems, it's usually a mild disease for most people. It is not nearly as serious as influenza or COVID disease. HPMV has been here for, a long time,
has infected millions of people that already have immunity. It's not as though this is a brand new virus that might cause devastating problems. China health officials say the number of patients seeking medical help is lower compared to the same period last year. Auwerter says the Chinese might be more susceptible to HMPV because China enforced more stringent COVID lockdowns than, for example, the United States during the pandemic. They stayed home, refrained from work, wore masks. So the usual cycles of acquiring an infection, for example, during the respiratory season of winter, people didn't get infected, so their specific immunity, they weren't boosted. And so there was a larger population that might be more susceptible. There is no real treatment or vaccine for HMPV. The doctors say any patients who have trouble breathing should seek medical help. Dora McQuarrie, VOA News, Washington. Voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce mercredi avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. Le président élu du Mozambique, Daniel Chapo, a été investi ce mercredi après des mois de contestation meurtrière post-électorale. L'opposition menée par Venancio Mondlane dénonce une élection volée par le parti Frelimo. Les violences ont fait plus de 300 morts depuis octobre. Aux Comores, large victoire du parti présidentiel aux législatives. Le parti du président Assoumani Azali a remporté une majorité écrasante à l'Assemblée nationale avec 28 sièges sur 33 obtenus dès le premier tour selon la commission électorale. Le scrutin boycotté par une grande partie de l'opposition a été qualifié de mascarade électorale par l'opposition unie des Comores. En RDC, 3 ressortissants chinois ont été condamnés à 7 ans de prison pour achat illicite et détention illégale de minerais. Ils avaient été arrêtés en janvier à Bukavu avec 10 lingots d'or et 400 000 $ en liquide, lesquels ont été saisis. L'ONU réclame une enquête immédiate sur des actes de torture dans la prison de Kwarnada, située dans l'est de la Libye. Cette prison, sous l'autorité des forces du maréchal Khalifa Haftar, est connue pour détenir des opposants politiques et des prisonniers libyens et étrangers. Une note de sport avant de refermer ce journal. MTN Elite One. 2 matchs avancés comptant pour la 8e journée se sont disputés ce mercredi. Union de Douala a été battue à domicile par Coton Sport de Garoua 2-0 et Gazelle des Garoua s'est également imposé sur les installations de Stade Renard de Mélon par 2-0. Suite de cette 8e journée dimanche et lundi prochain. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée et à vous. Au revoir. Au revoir, Christelle Assé. Good night to you, Makeda Lidinyotom. Good night to you, viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with more updates and fresh news. Bye-bye.